Salut à tous, bonjour mesdames et messieurs et merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne. Bienvenue dans 10-12 le Zénith, votre talk show qui encore jusqu'à 12 heures vous accompagnera. Mais surtout, plaisir de vous rejoindre dans vos nombreux domiciles, dans vos maisons, dans vos bureaux. Et merci de nous retrouver pour ce moment de télévision très attendu par beaucoup d'entre vous. Que se passe-t-il exactement à Dubaï? Et là, la question mérite d'être posée. La question, bien évidemment, de Dubaï, qui est devenue depuis des jours sur les réseaux sociaux, on va dire une destination dangereuse pour les Africains. On en parlera ce matin, mais surtout ce phénomène baptisé, bien sûr, porta-potty. Qu'en est-il exactement? Devrait-on se taire devant de tels phénomènes et de tels cas? Dubaï serait-il dangereux aujourd'hui pour les Africains et qui ont choisi d'aller chercher aventure ou encore d'aller chercher le bonheur de ce côté? Comment comprendre en réalité que Dubaï soit devenu ce que beaucoup d'artistes camerounais ont dénoncé il y a quelque temps ou encore en rapport avec celles et ceux qu'on appelle influenceurs et influenceuses sur le continent africain? Qui sont ces influenceurs impliqués dans cette pratique de ce qu'on appelle le porta-potty aujourd'hui à Dubaï? Qui sont les artistes camerounais impliqués dans cette machination incestueuse, sexuelle, dangereuse justement et très compliquée pour la jeunesse camerounaise? Nous en parlerons ce matin et on ne saurait justement se taire car le phénomène semble toucher, on va dire, une bonne partie de la société camerounaise. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Donna Briskamgan nous retrouve comme chaque matin. Bonjour à vous, chers messieurs, et soyez les bienvenus. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à tous les habitants de Yaoundé. Yaoundé, la capitale des ordures depuis plusieurs semaines. Il y a des mouches partout dans la capitale, à l'image de ce pays qui semble être dans la poubelle. Bonjour Yaoundé. Merci infiniment. Isabelle Carole Zoupette, on vous retrouve ce matin, madame, bonjour. Bonjour Michel Ngacho, vous faites bien de parler d'insalubrité parce qu'il faut dire que du côté du marché Nudeido, un marché que je fréquente régulièrement, il faut dire que c'est la descente aux enfers de ce côté parce que l'insalubrité désormais dicte sa loi de ce côté-là au camp des avoirs de ces commerçants et usagers aussi qui viennent. C'est du tout pas évident, on se demande où est passée la société en charge de ramassage de ces ordures. Dans tous les cas, il ne fait pas bon vivre de ce côté-là. Bombo Bengen Kanje, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dubaï ou pas, sachez une chose, ce sont les Arabes qui ont commencé la traite des Noirs. Ils l'ont commencé en l'an 1010, avant que les Occidentaux ne prennent le relais en 1454. C'est d'abord eux. Donc, et les Arabes, comme leurs frères juifs, considèrent que les créatures pré-adamiques n'ont pas d'âme. On peut les tuer sans avoir la colère de Dieu. Il faut partir de là. Même si vous voyez les gratte-ciel et tout ça, si vous oubliez ça, tant pis. Merci infiniment. On en parlera tout à l'heure, Bombo. C'est très, très, très important. Géraldine Mafo, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachouf, bonjour à vous très chers téléspectateurs. Ce que je pourrais dire ce matin, c'est que j'adresse des encouragements particuliers à ces personnes qui, malgré que la vie mette des pressions, malgré que tout porte à penser que pour réussir il faille se compromettre, à ces personnes qui ont choisi malgré tout la voie de l'intégrité. Mes respects, mes salutations surtout aux femmes. Vie chère au Cameroun, ça fait bien sûr débat depuis de longues semaines déjà. On en parle, on dira quasiment sur une année. Et une des questions évoquées par bon nombre d'experts et même d'observateurs naturellement de la scène politique au Cameroun est de savoir si Paul Biya peut prendre sur lui d'augmenter les salaires. Naturellement, une revalorisation salariale serait-elle envisageable au moment où on parle de vie chère au Cameroun? Et encore la question du mythe camerounais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Une petite virgule sera faite autour, madame, monsieur, au courant de l'émission. Bienvenue à tous. Voici l'histoire que nous restitue Géraldine Mafo ce matin. C'est l'histoire du jour. Géraldine. Voilà, l'histoire de ce matin est l'histoire de Marguerite et on le reprécise avant toute chose. Marguerite est un nom d'emprunt. Marguerite a passé 8 années de concubinage, 8 années auprès d'un homme avec lequel elle a eu 3 enfants. Mais sur le plan traditionnel, elle a été dotée
Seulement, elle a eu tellement de problèmes dans ce foyer. Quelque temps après la naissance de leur premier enfant, elle a commencé à être persécutée sur le plan mystique. Après quelques recherches chez les voyants et autres, on lui a dit que ce seraient ses voisins qui seraient à l'occasion de justement ces persécutions mystiques qu'elle subissait. Seulement, avec la grossesse du deuxième enfant, la situation s'est empirée au point où elle a eu un accouchement par césarienne et le bébé a failli y passer. Il a fallu beaucoup de soutien sur le plan spirituel, les médicaments, les blindages et les rites pour qu'elle s'en sorte et que le bébé s'en sorte également. Elle a continué à vivre dans ce mariage et la situation est devenue catastrophique après la naissance du troisième enfant parce qu'elle a ressenti à partir de ce moment qu'il y avait comme un objet qui se baladait dans son corps et quand ce phénomène arrivait, elle ressentait des douleurs atroces. Après, sa mère a pris sur elle-même d'entamer quelques procédures traditionnelles et c'est pendant ses recherches qu'on lui a dit que ce sont sa belle-mère et sa belle-sœur qui ont pris possession de son mari à elle parce qu'ils ont essayé depuis longtemps, depuis qu'elle s'était mariée, de les séparer au travers des attaques mystiques et que comme ça n'avait pas marché, ils avaient finalement introduit son mari dans un cercle noir et que son mari avait pris possession de son corps. C'est pour ça qu'elle sentait désormais cette chose qui marchait en elle. Marguerite a décidé de prendre les 3 enfants et de quitter ce foyer. Malheureusement, malgré le départ de ce foyer-là, les persécutions continuent et les douleurs qui vont avec continuent également. Marguerite demande au sage Père Mombok ce matin si malgré son départ, la sorcellerie peut continuer d'opérer. Qu'est-ce qu'elle doit finalement faire? Elle est dépassée. On fera un peu de voyance ce matin sur le plateau. On verra bien. Un tout petit peu de voyance, on n'a pas de Cori, on n'a pas de Cola, on n'a pas de Juju. On va essayer de comprendre ça. Voilà. Mais on va peut-être rester sur le fait de façon sociétale. Parce qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle les prêtres africains. Voilà. Lorsque ça ne va pas, en dehors des solutions conventionnelles que nous connaissons, nous avons ce qu'on appelle des solutions africaines, si vous voulez, traditionnelles. Et il y a des informations puisées à bonne source à travers ces prêtres traditionnels et qui peuvent nous apporter des éclairages sur des problèmes précis que nous avons. Eh bien, si on vous dit quand même que votre mari a pris possession de vous à travers une complication, un cercle dans lequel s'est retrouvé parce que sa famille l'aura introduit. Son problème, c'est quoi? C'est de quitter. Elle est partie Elle est au moins. déjà partie avec les enfants, mais ça ne s'arrête pas. Voilà, ça ne s'arrête pas. Elle estime toujours qu'il y a... Les attaques mystiques, cette chose qui se balade, continue de se balader en elle. Mais comment reconnaître les attaques mystiques pour commencer? C'est à moi que vous posez la question. Oui, je voulais vous poser la question un peu. Vous voulez me poser la question, qu'est-ce que vous avez dit? On n'a pas d'autres détails en dehors de l'histoire qu'on a ce matin. Les attaques mystiques, vous en savez, vous en avez entendu parler? J'en entends parler. Qu'est-ce que Sûr. ça se passe et je sais que ça existe, puisqu'on est en plein là dans les traditions africaines, sur le plan de la mystique, ça existe ces choses. On peut attaquer quelqu'un, on peut faire du mal à quelqu'un. Oui. On peut également faire du bien au travers de la mystique traditionnelle, bien sûr. D'accord. C'est quoi ça fait? Les rêves de nuit? Vraiment. Les couches de nuit, je pose la question bêtement parce qu'il y en a qui nous raquinent, peut-être ne savent pas ce que c'est. C'est quoi, c'est des couches de nuit? C'est quoi? C'est des maladies que vous ne parvenez pas à expliquer? Qu'on n'arrive pas à soigner, par exemple. Voilà. Le fait, par exemple, qu'elle ait un accouchement difficile, on sait très bien que sur le plan mystique, on le fait également. On sait également qu'on attaque la femme pendant qu'elle attend un bébé parce qu'on sait qu'on l'aura pendant l'accouchement, parce que c'est une phase sensible chez la femme, ça existe chez nous. Voilà. On sait tout ça. Alors ça veut dire fondamentalement, ce matin, le débat est centré sur le rôle, la place et les enjeux, bien évidemment, d'une guérison traditionnelle. Ou bien faut-il se fier à 100%? Naturellement, d'une guérison traditionnelle, la fiabilité en même temps de ceci. On en parle naturellement ce matin. Mbombo Mbengan, certainement, qui a une grosse expérience dans le domaine, prendra la parole à la fin parce qu'il les maîtrise mieux. Mais nous commençons par Isabelle Carrozepet, justement, pour essayer déjà de comprendre la place, bien évidemment, Isabelle, de la mystique dans les relations humaines africaines. Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce qu'autour de vous, ça ne se raconte pas? Si oui, qu'en savez-vous? Sur quoi? La mystique, madame. Mysticienne. Hein? Vraiment, Vous n'avez jamais entendu parler? Rien.
rien, Donc, on vous dit mais pas vraiment, qu'on va rencontrer on va faire le Ngambi quelque vraiment, part. vraiment. On vous dit Je pas crois que que c'est là, ça pas- ne va pas, on peut avoir quelqu'un à côté. Non, faut Ça n'existe pas chez vous? Il ne faut pas commencer, vraiment, il ne faut pas commencer. Il faut prendre ce genre de chemin parce qu'on ne sait pas là où on va arriver. Un coup, on vous dit c'est le voisin, un coup, on vous dit c'est votre père, un coup, on dit c'est l'enfant de tel qui vous a fait ci ou ça. Je crois qu'à un moment donné, on s'emballe. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas commencer parce qu'aujourd'hui, elle ne sait même plus qui croire entre la version selon laquelle ce serait le voisin et l'autre version selon laquelle La serait belle-mère et la belle-sœur. serait la belle-mère, la belle-sœur et tout. On s'emballe là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas croire à ces choses. Vraiment, c'est un avis qui peut ne pas être partagé, mais je pense que quand on vit, il faut croire au ciel, un point c'est tout. Et se dire que se donner tous les moyens de ne pas se retrouver dans des choses assez tordues ou alors qu'on aurait du mal à pouvoir expliquer. S'il ne fait pas bon vivre dans son ménage, voilà, je crois qu'elle peut prendre le large pour essayer de voir si elle se retrouve ailleurs, comment est-ce que elle se comporte, est-ce Elle est déjà qu'elle a partie. les mêmes ressentis ou pas. Je crois que c'est peut-être la meilleure option de faire une petite comparaison entre quand elle était chez elle et une fois qu'elle est dehors, je veux dire sur un autre toit, comment est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle va mieux, peut-être pour comprendre que le malaise vient peut-être de la maison dans laquelle elle est. Il y a des maisons comme ça où vous êtes dans lesquelles vous vous trouvez, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil ou alors vous êtes tout le temps touché par-ci, par-là et tout. Mais une fois que vous changez, vous commencez à respirer un air de santé. Donc peut-être que ce serait la meilleure option pour Donc les pour dames. vous, en Elle est déjà réalité, partie. les versions ou les informations qui lui ont été données, vous les prenez avec beaucoup de mesures, c'est ça? Ouais, parce que moi je pose la question, elle va croire qui? Oui. Elle va croire que c'est le voisin, elle va croire que c'est la belle-mère, elle va croire que c'est le père. Donc à la fin, vous allez être contre tout le monde et contre personne. Et ce sont des personnes dont vous ne pouvez pas vous en passer. Vous n'allez pas rejeter votre belle famille, vous n'allez pas rejeter votre belle-mère, vous n'allez pas rejeter votre belle-sœur, vous allez faire avec. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut même pas commencer à avoir ce genre de version. Moi, je m'en tiens au comportement. Quelle est l'attitude de l'autre vis-à-vis de moi? Lorsque vous êtes malade, madame, Oui. vous avez un souci de santé, et on vous dit qu'une façon conventionnelle, on ne trouve pas le mal, entre guillemets. On reste tranquille, on ne fait rien, et que l'on vous dise qu'à côté, on peut avoir une solution africaine, vous À allez côté où on vous donne 1000 versions, c'est la question que je pose. À côté, on vous donne 1000 versions. Ben, vous allez vous en tenir à quelle version? Encore que ces personnes qui vous disent c'est telle ou c'est telle, vous le dites sur quelle base? Aussi, moi j'aimerais savoir parce que vous allez... Est-ce qu'il y a des choses qu'on voit dans la mystique? Vous ne voyez pas tout. Non, moi Vous et moi, on se voit, mais il y a des choses qui, au-delà de notre capacité, Non. on ne peut pas voir. Il y en a J'ai qui voient quand j'ai même. toujours du mal à comprendre ça parce que j'estime que si ces personnes avaient réellement la capacité de pouvoir améliorer votre vie ou quoi que ce soit, ces personnes auraient commencé par elles-mêmes aussi. Hein? Vous allez voir, je ne sais même pas où c'est marabout, c'est charlatan que vous appelez vraiment parce que votre enfant a échoué le bac. Pourtant, son enfant lui a échoué le BEPC. Comment vous comprenez ça, l'incongruité? Mais vous allez tout de même. Donc, moi, je dis, je m'abstiens. Vraiment, je ne suis pas contre ces personnes qui fréquentent ces milieux, mais j'estime pour ma part que, voilà, chacun a ses raisons, chacun a ses choix. On ne discute pas le choix de l'autre, on le respecte. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas commencer parce que ce qu'on dit, pour moi, c'est pas vérifié, c'est pas vérifiable, c'est pas sûr. On est sûr de ça à partir de quoi? Quand le monsieur dit c'est votre belle-mère qui vous en veut, qui commence à marcher sur vous, bon, elle marche sur vous pour quel intérêt aussi? Parce que si vous êtes la femme à son fils et qu'elle commence à vous persécuter, qu'est-ce qu'elle gagne? Qu'est-ce qu'elle recherche? Mais faire du mal. Pour faire quoi? Pour être avec votre Celui qui vous fils, fait du mal, forcément, ne veut pas savoir pourquoi il vous fait du mal. Hein. Il y en a qui sont foncièrement, si vous voulez, naturellement méchants, mais qui appartiennent, on va dire, à des siècles pas corrects. On le sait au moins. On entend parler tous les jours. C'est ça que je dis, il faut savoir. Vous n'y croyez pas. D'accord. Donna Pescamdan, je voudrais me retourner vers vous quand même pour comprendre la place, les enjeux ou l'importance à se tourner vers ceux-là qu'on appelle les prêtres africains et qui apportent des solutions parfois. Alors, Isabelle Carole a posé un problème fondamental, la question de la fiabilité. Pour cette dame qui pose le problème, comment vous comprenez ce qu'elle pose comme problème? C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut la rassurer véritablement que les personnes mises en cause le sont véritablement?
Il faut être bien entouré, c'est tout. Vous savez, il ne faut pas qu'on parle pour faire plaisir aux gens. Nous sommes africains. Ouais. Il y a la réalité africaine. Les mauvais ventres existent. Les mauvais ventres existent. Il ne faut pas s'aligner sur le modernisme ou la médecine conventionnelle pour faire plaisir aux scientifiques. Non. Il y a un membre du gouvernement qui a écrit une œuvre littéraire qui s'appelle, intitulée « Ils ont mangé mon fils ». Ils ont mangé mon fils, c'est une pièce théâtrale qui traite justement des attaques mystiques et tout ce que vous connaissez. L'auteur, il est au gouvernement, c'est Jacques Famdongo. Les mauvais ventres existent, il y a les filles qui nous regardent, il faut qu'elles sachent qu'il y a des hommes avec qui lorsque vous couchez, vous ne faites plus d'enfants. Il y a des hommes avec qui lorsque vous couchez, vous enchaînez les fausses couches ensuite. Donc, ça c'est la réalité et vous pouvez croire ou ne pas croire, mais c'est la réalité. Lorsqu'on a fini de le dire, évidemment, la question des versions, on sait que en matière de voyance, effectivement, il y a des charlatans, et ainsi de suite. Beaucoup de vendeurs d'illusions, de commerçants qui rôdent. Mais au plan traditionnel, je pense qu'il y a des gens, lorsqu'on est bien entouré, on se fait conseiller. Pour ce cas-ci, je pense qu'elle doit pouvoir se lancer auprès de bonnes personnes. Il y a de bons conseillers au plan traditionnel, des doyens, des patriarches, que si elle rencontre, ils peuvent trouver une solution. Maintenant, est-ce que elle aussi, est-ce qu'il n'y a pas un pacte qu'elle aussi elle a signé et qui renforce l'emprise de cet homme sur elle? Ça c'est aussi une question à laquelle il faudra répondre. Mais de toutes les façons, je pense qu'elle a raison effectivement de s'inquiéter si sa sécurité personnelle et celle de ses enfants est en jeu. Ça signifie que c'est une préoccupation qui est fondée et qu'elle doit pouvoir s'entourer des bonnes personnes pour trouver les bonnes réponses à cette préoccupation. Les prêtres africains dont vous faites allusion peuvent être effectivement d'un apport important dans ce genre de situation. D'accord. On le dit, peut-être Isabelle Carole qui dit justement qu'elle n'y croit pas, parce que c'est beaucoup plus la question de la fiabilité de ces acteurs-là, de ces prêtres africains, parce qu'on sait quand même que dans une société où il y a un dualisme permanent, où les Occidentaux vous disent que nous on a la solution aux problèmes de santé, les Africains vous disent qu'avant que l'Occidental n'arrive, nous on avait des solutions aux problèmes de santé. Il y a ce combat permanent. Est-ce qu'on ne va pas justement se dire que cette dame, et comme bon nombre de téléspectateurs ce matin, vivent dans cette... je vais dire dans cet embrigadement. Oui, voilà. Oui, ben justement, mais il faut bien que ceux qui sont sceptiques constatent que pendant le Covid-19, par exemple, même les Occidentaux, eux, ils ont reconnu qu'il y a des solutions locales africaines. Donc ça montre effectivement que nous avons des particularités qui peuvent être exploitées. Je pense que le débat achoppe souvent sur la question des procédures, des méthodes, ainsi de suite. Mais je pense que dans le fond, il y a une médecine africaine qui existe et qui fait son bonhomme de chemin et qui peut-être mérite d'être vulgarisée. Les méthodes ne sont pas forcément les mêmes que celles de la médecine conventionnelle. Voilà. Chez nous, c'est souvent, ça se transmet parfois de père en fils, et ainsi de suite. Donc, c'est effectivement, ça crée un décalage avec ce que nous avons l'habitude d'observer avec la médecine conventionnelle. Absolument. J'aurais dit, Marfo, je me retourne vers vous, bien sûr, pour comprendre le dualisme qui existe. Mais surtout, on a parlé de la fiabilité. La femme pose un problème aujourd'hui. Elle veut certainement qu'on donne des solutions. Malheureusement, il n'y a pas de voyants sur le plateau, même si on comprend ces choses-là. Peut-être nous qui n'y sommes pas, essayons d'analyser avec nos petits yeux et nos oreilles, simplement. Elle ferait bien de s'écarter. Beaucoup pensent que oui, elle fait bien de s'écarter, peut-être pour mieux voir. Mais qu'est-ce qui la rassure? Que ce n'est pas le problème. Avant de peut-être donner ma préoccupation, je vais dire que je suis sûre qu'aujourd'hui, on va dire que oui, la chaise où Géraldine Mafo est assise là, c'est la chaise des églises éveillées. Je suis d'accord avec ce matin parce qu'on va beaucoup parler de spiritualité. Je vais commencer par citer un verset biblique, c'est Osée 4, verset 6. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Au travers le prophète Osée, Dieu voulait montrer que l'être humain a tendance à vivre comme si il est dans un univers qu'il maîtrise. Que non, il ne maîtrise pas. Et que l'on se retrouve
chez les traditionnalistes, puristes, bantous, ou que l'on se retrouve chez les chrétiens, chez les musulmans, il y a une réalité qui est. On est dans un monde où ce que l'on voit n'est qu'une infime partie de ce qui existe. La vie que nous menons, les choses que nous voyons, ce que nous touchons, n'est qu'une infime partie des choses qui existent. Et donc, nous ne subissons que des influences. Et dans ces influences-là, on peut porter en soi les gènes, ou on peut subir les brises extérieures et qui peuvent nous balayer du revers de la main. Et la même Bible dit en Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés dans les lieux célestes. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on a des problèmes dans la vie, il faut savoir que soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. Et l'ignorance vous fait passer dans les dégâts collatéraux. Il faut bien choisir le camp où on est. Maintenant, faut-il croire au marabout? Qu'est-ce qu'on a, charlatan? Qu'est-ce qu'on a choisi? Quel est le côté qu'on a choisi? Et ma grand-mère me disait souvent, le côté que tu choisis, arrête ça bien. Dans la vie, le côté que tu choisis, arrête ça bien. Si tu as choisi les marabouts, arrête bien. Mais si tu as choisi Dieu, arrête également bien. La question que je voudrais poser à Marguerite ce matin, quel est le côté qu'elle a choisi? Les marabouts, et si elle a choisi les marabouts, lequel va-t-elle finir par croire? Parce qu'elle est dans une situation où face à ce qu'elle vit, il y a déjà plusieurs versions. Vous savez, lorsqu'on parle de marabout, ça peut être un... Bon, j'ai dit charlatan, tout ce que, on les appelle comment? Donnez-moi le nom et je prendrai. Je parle des prêtres africains. Prêtres africains, d'accord. Ouais. Vous avez choisi les prêtres africains. Vous avez choisi... le dire comme ça... Moi, je dis... Mais il y a des prêtres africains. C'est pas digeste aussi. Mais bien sûr, il y a des prêtres africains. Moi, je veux pas savoir... Vous savez de quoi je parle. Les gens qui vont te chercher là où on va chercher. Ouais. C'est de ça que je parle. Si vous avez choisi d'aller là où on va chercher, là, et que on vous a déjà dit, on vous a dit que c'était vos voisins, vous avez cru que c'était vos voisins, vous avez continué de faire vos enfants, et la situation a continué. Ensuite, parce que ça s'est empiré, vous êtes encore parti là où on cherche là. On vous a maintenant dit que non, depuis le début là, ce n'était pas les voisins. Ce sont maintenant votre belle-mère, votre belle-sœur qui ont tenté. Ça n'a pas marché. Ils ont pris possession du corps de votre mari, l'ont introduit dans un cercle et vous ont eu. C'est pour ça que vous avez cette chose qui vous balade. Qui vous dit que quand vous feriez une troisième recherche à un autre lieu où on cherche là, on ne vous dira même pas que c'est votre mère elle-même qui veut vous détruire. D'où la fiabilité de ces choses. Et quand vous avez choisi ce côté-là, sachez que vous irez comme ça de recherche en recherche. Et ce que je dis est une invitation. Vraiment, quand vous aurez fini de partir où on cherche là, essayez aussi Jésus voir. Maintenant, à côté, quand je vais dire ça, les gens vont dire, vos Jésus business, vos Jésus ceci, vos Jésus cela. Je n'ai pas dit d'aller faire confiance à un pasteur qui va vous dire, rejette ta famille, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je parle, il y a parmi la marmaille et tous ces commerçants, il y a des hommes qui craignent, aiment et cherchent Dieu et qui savent qu'il y a des êtres humains qui souffrent sur le plan spirituel parce qu'enchaînés dans des liens spirituels qu'ils ne maîtrisent pas. Si vous avez marché là où on cherche là et que ça n'a pas donné, essayez aussi Jésus et soyez prêts à faire ce que Jésus demande. Il y a aussi les bouddhistes là. Allez vraiment essayer. Nous, on est dans la quête de recherche de solutions. On est en quête de solutions. Moi, je donne ma proposition. Maintenant, sachez également que qu'on soit du côté de ces gens où on va chercher ou qu'on soit du côté du Christ, il y a des préalables. On ne marche pas avec le Christ sans la sanctification. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir simplement dire que voilà mon problème, je veux que tu résolves ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui font ça, ils viennent parce qu'ils veulent la guérison. On vient, il y a un canevas. Même la Bible donne un canevas à suivre pour aspirer à la délivrance, à la guérison et tout ça. Il faut également être prêt à ça. Donc maintenant, moi, ce que je dis à Marguerite, choisis bien ton côté, le côté que tu auras choisi, la fonce seulement dedans. Voilà. On va vous donner la parole là-dessus. Bon, Bengan Kandji, peut-être la téléspectatrice a posé son problème ce matin et on vous a choisi précisément pour qu'on puisse avoir une éventuelle réponse et qui irait bien avec sa préoccupation. Il y a un thème, si vous voulez, le mot Ngambi qui est permanemment utilisé sur ce plateau et d'ailleurs les téléspectateurs sont témoins que vous demandiez aux uns aux autres d'en faire usage permanemment. Le Ngambi, si on commence par là, à la base c'est quoi Bombo? C'est la capacité. D'abord, il faut dire que je vais essayer d'être péremptoire. Parce que là, il faudrait qu'on sache des choses. L'Africain n'est pas dans les croyances. L'Africain est dans la connaissance. Première chose. Deuxième chose, qu'on le veuille ou non, Dieu a donné aux seuls Africains la capacité absolue d'apporter l'harmonie et le bien-être dans l'univers. Absolu, dites-vous. J'ai dit bien.
c'est le noir seul qui a la capacité absolue d'apporter le bien-être et l'harmonie de l'univers. Et justement, pour qu'on se comprenne, il y a un philosophe, je pense britannique, un scientifique britannique, qu'on a vite fait de tuer parce qu'il voulait pérenniser cela. On a mis des cartes devant. Il s'appelle Francis Bacon. Après avoir étudié à sa mort, il a dit: j'ai appris chez les Africains qu'on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant, c'est-à-dire en obéissant à ses lois. Descartes est venu, il vous a dit: l'homme est maître de l'univers et possesseur de toutes choses. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. On vous dit: oui, il faut être cartésien. Aujourd'hui, toute la théorie de Descartes a été mise à plat, réduite à zéro. C'est pour ça justement que on a utilisé des mots tels la médecine conventionnelle. C'est-à-dire les gens s'asseyent, ils disent que bon, essayons de voir si, essayons de voir. Mais les prothèses mammaires ont provoqué comme des cancers, des cas de cancer en France. Il y a. Pourtant c'est conventionnel. Tout à fait. C'est qu'on appelle les anti-inflammatoires qu'on fait voir aux filles qui donnent l'infertilité. Est-ce que qui assume, qui paye la facture? Non, ici, d'abord Marguerite d'abord, je ne l'accuse pas, c'est sa famille. Il a dit, je pense que ça fait d'ailleurs l'objet, je ne sais pas si ça continue encore, de bandes annonces. N'envoyez pas votre fille en mariage sans savoir où vous l'envoyez. Il faut faire le Ngambi. Vous qui envoyez vos filles en mariage sans savoir où vous les envoyez, pouvez les envoyer à la guillotine. C'est ça son cas. Et au lieu de se réfugier dans sa famille pour voir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a pris la dot. Et la personne qui a pris la dot n'a pas vérifié où sa fille allait. Justement, dans le Ngambo, on va voir, est-ce que notre fille va accoucher? Va-t-elle accoucher dans de bonnes conditions? Parce que c'est cela dans la tradition. Est-ce qu'elle va pérenniser la descendance d'abord du mari qui l'a épousé, de la famille qui l'a épousé et de la famille qui l'a envoyé en mariage? Voilà les préceptes. Donc quand vous ne le faites pas, aujourd'hui elle-même ne sait pas que quelqu'un a pris la dot, elle se lance à raconter n'importe qui, à rencontrer qui, des marabouts, justement elle n'est sûrement pas tombée sur des bonnes personnes. Même si c'est ça, il y a des vérifications qui sont faites. Aujourd'hui, je pense que c'est parce que nous avons beaucoup parlé que des gens ont intégré qu'un garçon qui a les oreillons à 5, 6, 7 ans peut affecter son infertilité. Plus tard, oui. Et après, on va chercher. Et que la jeune fille qui commence à avoir les règles douloureuses, on la soumet à certains anti-inflammatoires, ça peut influer sur sa fertilité demain. Alors, donc, pour cette fille précisément, quand j'ai posé la question concrètement, ce qu'est le Ngambi, peut-être parce que le thème Ngambi, c'est beaucoup plus africain, on n'en sait pas grand-chose. C'est fait de la recherche pour savoir effectivement si votre avenir présage quelque chose de bon ou de mauvais. Le Ngambi interroge l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Oui. Nous sommes créatures de Dieu. Dieu, on vous a envoyé faire quoi? Est-ce que toutes les actions que vous posez sont de nature à apporter l'harmonie et le bien-être? C'est ça le Ngambi. Donc on va diviner parce que le terme utilisé c'est l'art divinatoire. Non, ça c'est une sagesse. Une sagesse parce que je ne vais pas revenir sur le Imhotep par exemple. C'est le père de la médecine. On risque de refaire. Oui, on risque de revenir sur. Mais si on reste justement sur le fait de la dame, elle veut des solutions. Qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? Elle se retourne, que sa famille la prenne en possession et regarde clairement parce qu'en fait, c'est sa famille qui a tort. C'est sa famille, la famille de Marguerite. Oui, c'est sa famille qui a tort. Vous envoyez votre fille en mariage, vous prenez la dot, vous mangez, vous ne savez pas où vous mettez votre fille. Vous devez savoir si la famille qu'elle va intégrer, où vous envoyez votre fille, c'est une famille de sorciers, c'est une famille d'eux, c'est une famille d'eux, c'est une famille d'eux. Ça commence d'abord par les enquêtes, les échanges, j'allais dire, entre
la mère de la famille de la fille et la mère de la famille du garçon. Alors maintenant, il y a la question de la fiabilité, Mbonbon Bengan. Quand je dis fiabilité, c'est qu'il y en a qui ne croient pas, parce que là, nous sommes des Africains, on sait exactement ce qu'est, nous y croyons, mais il y en a qui ne croient pas parce qu'on estime qu'il y a un combat permanent sur le thème fiabilité. Qu'est-ce qu'on dit justement en matière d'information émanant de nos prêtres africains? Le doute, c'est à tous les niveaux. Il y a des femmes qui ont fait des échographies, qui attendaient des garçons, qui ont eu des filles. Oui. On continue à faire des échographies ou pas? Toujours. Voilà. Il y en a même ici, je pense qu'on a même fait des ici où les échographies ne montraient rien. On continue à les pratiquer ou pas? On continue à les pratiquer. Il y a plein de choses. Et donc, on veut toujours faire des comparaisons. Non, en toute chose, il y a ce qu'on appelle la perception ou l'approfondissement des choses. On doit aller en profondeur des choses. Il y en a qui voient superficiellement et d'autres qui vont en profondeur. Il en est de même. Vous avez même dans la médecine conventionnelle un médecin qui est superficiel. Bon, vous avez le palu, papa vous prescrit. Vous faites des tours pour un petit palu qui aurait pu vous coûter 5 000, vous vous retrouvez à dépenser 60 000 francs. Parce que le médecin a été superficiel dans son diagnostic. Il en est de même pour ce que vous appelez prêtres traditionnels africains. Il y en a qui sont, j'allais dire, superficiels. Ils ne vont pas au fond des choses. Mais ce n'est pas ça qui va empiéter sur la crédibilité de la pensée. C'est pour ça que je vous disais que votre Imhotep, là, qui est le père de la science, mes chers amis, qui est le père de la médecine, vous allez voir, on a vu dans ce tome, tous les théorèmes des axiomes de Pythagore, on les a vus 1000 ans avant Pythagore et Thalès. Les axiomes de Thalès, les théorèmes de Pythagore. Donc, quand vous allez donc prendre Pythagore, que vous dites, c'est Pythagore qui a, c'est faux. Donc, en réalité, faites quoi, allez dans n'importe quel modèle de recherche sur Google tout de suite. Tapez les origines africaines de la médecine moderne. Vous allez voir. Donc, le perfectionnement de la médecine africaine, comme disait Donald Brice tout à l'heure. Le problème qui se passe, c'est que nous avons laissé être embrigadés parce que nous sommes des comptoirs coloniaux. C'est ça le problème, et ça nous a amené à comparer l'original et la photocopie. C'est que vous appelez médecine traditionnelle, c'est la photocopie même de la photocopie. Voilà. Donc c'est la famille de Marguerite. Marguerite, rattache-toi au père de famille, à ton chef de famille qui a pris la dot, qui regarde en profondeur ce qui se passe et il pourra résoudre. Merci Mbonbon Bengan. Merci également à vous, madame et messieurs. Certainement des faits, des histoires, des éléments, des choses que vous ne parvenez pas à comprendre. Peut-être en se rapprochant, bien évidemment, de ce qu'on appelle les prêtres africains, vous trouverez des solutions. On continue d'en parler. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'échec de la politique nationale de lutte contre le paludisme. Voici venu le moment de faire les comptes au sujet de la lutte contre le palu au Cameroun. Et comme les faits sont têtus, ils nous exposent malheureusement les errances du gouvernement en matière de lutte contre la malaria. Voici ces faits-là. En 2022, le Cameroun figure parmi les 11 pays du monde les plus frappés par le paludisme. Les chiffres, prenez vos bloc-notes. 2019, 4500 morts de paludisme. 2020, 4120 morts de paludisme. 2021, l'année dernière donc, 3700 morts, c'est-à-dire tous les chiffres tournent autour de 4000. Dans le même temps, en termes de contamination, l'on est en hausse. De 2 millions de personnes contaminées en 2020, on est passé à 3 millions en 2021. La question qu'on pourrait logiquement se poser est celle de savoir pourquoi le paludisme tue autant au Cameroun. À cette question, nous allons proposer une réponse résumée.
Le Cameroun semble avoir choisi de lutter éternellement contre le paludisme et non d'être efficace dans cette lutte. En faisant des choses, sauf ce qui est demandé de faire pour, à défaut d'éradiquer, réduire à sa plus simple expression le palu. D'abord, la concentration de l'essentiel de l'énergie sur les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, les fameuses MILDA. Depuis 2011, le Cameroun a distribué plus de 30 millions de moustiquaires sur l'étendue du territoire national. Des outils de protection peu utilisés, même si le programme national lutte contre le paludisme parle de 58% de taux d'utilisation de ces moustiquaires. Mais en dehors du fait que l'utilisation des MILDA soit purement saisonnière, des études récentes ont montré clairement que les moustiquaires donnés aux populations avaient un déficit d'efficacité dans plusieurs régions du Cameroun. Ensuite, le Cameroun utilise la chimioprévention du paludisme saisonnier. Cette méthode est notamment déployée dans les régions septentrionales, le Grand Nord. D'après les pouvoirs publics, le taux de couverture des populations dans ces régions-là touche les 90%. Sauf que ce chiffre est rapidement mis à rude épreuve par les décès en cascade de paludisme dans les régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa. Tenez, le classement des régions les plus traumatisées par la maladie laisse voir qu'en tête, c'est bel et bien les 3 régions septentrionales du Cameroun, notamment la région de l'extrême Nord, qui a par exemple un taux de mortalité de 28%. Deuxième au classement, la région du Nord, 26%. Ensuite, l'Adamawa. L'Est et les régions anglophones complètent le tableau des grandes victimes de la malaria au Cameroun. Enfin, il y a la gratuité décrétée par le chef de l'État pour le paludisme simple chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Son application varie d'une région à une autre. Dans certaines formations hospitalières, c'est tout sauf gratuit. L'argent ou rien. On a pourtant des méthodes efficaces de lutte contre le paludisme et qui ont fait leurs preuves ailleurs. La plupart des experts recommandent la pulvérisation intradomiciliaire. Elle permet de traquer l'anophèle femelle au lieu de s'en prémunir. Autre méthode, l'assainissement de l'environnement. Car comment peut-on efficacement lutter contre le paludisme avec nos quartiers aux allures de bidonville? Ces poubelles qu'on observe aujourd'hui dans nos grandes métropoles. Évidemment, n'allez pas croire que tout ce que nous venons de dire n'est pas connu des autorités camerounaises. Mais la lutte contre le paludisme semble être un bien juteux business. Elle engloutit chaque année des milliards de francs CFA et nourrit plutôt bien ses acteurs. Qui est fou, qui peut se faire harakiri. Malheureusement, pendant ce temps, nous mourons de paludisme. Nous avons failli dire, il nous tue de palu. À demain. À demain, Donna Brice-Camgan, pour une autre colère encore. Et là, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, nous saluons ces nombreux Africains, même si le paludisme n'est pas seulement, ne sévit pas seulement sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne, il y a d'autres pays également sur la planète qui en souffrent naturellement. Mais, puisqu'on fait une fixation au Cameroun, Donna Brice-Camgan, vous êtes quand même revenu sur des chiffres qui sont assez ahurissants. 4500 personnes décédées en 2019, un peu plus de 4000 en 2020, 3500 en 2021. 3700 en 2021. Eh bien, on est quand même en droit de se demander effectivement quelles sont les mesures prises pour lutter efficacement contre le paludisme au Cameroun. Est-ce que déjà même c'est une volonté? Est-ce que le gouvernement camerounais a les moyens nécessaires? Oui ou non? On en parlera bien évidemment là-dessus. Mais je voudrais commencer par les nombreux programmes, Isabelle Carozepet. Les programmes comme le programme national de lutte contre le paludisme. Est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui que ce programme-là ne produit pas les résultats attendus? Parce que si on a quand même 3500 personnes, 3700 personnes mortes de paludisme au Cameroun en 2017, on a de quoi en 2021. En 2021, pardon. En 2021,
on a quand même de quoi se demander qu'est-ce que ça peut nous apporter au peuple. Si on a autant de décès, on comprend qu'il n'y a rien qui soit mis en place aussi. Et c'est pour ça qu'il faut quand même dire bonjour au docteur Manaouda Malachi, parce que lui qui a la charge de ce secteur ou encore ce domaine de santé devrait redoubler d'efforts aussi. En réalité, des maladies comme celle-ci ne devraient plus être évoquées. Parce que, dira-t-on, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire qu'on sait qu'ici, c'est la prévention reste et demeure la meilleure arme en ce qui concerne les questions de paludisme. Et quand on parle de paludisme, on regarde d'abord l'environnement dans lequel on vit. Parce que ça aussi, il faut commencer par là. Un corps sain a besoin d'un environnement sain. Malheureusement, on n'est pas aujourd'hui dans un environnement sain au Cameroun. Qu'on soit à Yaoundé, à Douala, dans le Septentrion ou nulle part, ou bien d'autres régions, je crois qu'on est tous dans un environnement qui est insalubre et qui est propice à favoriser la propagation de cette maladie. Ça, il faut d'abord le reconnaître. On a besoin d'avoir un espace ou un environnement qui soit assaini. Mais là, ce sont des solutions qui sont envisageables. Parce qu'on l'a très bien mentionné, la question justement de l'assainissement de l'environnement, les pulvérisations intra-domiciliaires, on a ces moyens, oui ou non? On a ces moyens, on n'a pas la volonté. On a les moyens d'assainir, mais on n'a pas la volonté d'assainir. On se contente de ce que chez soi, on a ce qu'il faut, on a des moustiquaires, on a des climatiseurs, on a 6-7 ménagères et tout, on s'en tient à ça, mais on ne pense pas à la majorité, on ne pense pas à ceux-là qui sont allés, qui ont voté ces personnes et pour qu'elles occupent le siège, ou encore les sièges qu'elles occupent aujourd'hui. Donc c'est pour dire que quand on vient de parler de l'assainissement de l'environnement, maintenant il faut revenir sur des cas pratiques. Je prends un simple fait pour des moustiquaires. Est-ce que dans tous les quartiers, vraiment les ménages se sont vus dotés de moustiquaires? Comment fallait-il procéder pour pouvoir avoir ces moustiquaires? En réalité, même lorsque vous êtes enceinte et que vous allez à l'hôpital pour des visites prénatales, vous devez avoir systématiquement votre moustiquaire qu'on vous donne après les visites, quand vous les entamez. Malheureusement, vous allez dans telle formation hospitalière, on vous donnera la moustiquaire. Fondamentalement, dites-nous. Vous allez commencer vos visites dans telle autre formation que vous n'aurez pas ça. Alors, dites-nous, vous qui utilisez les moustiquaires, regardez-vous, c'est-à-dire que nous, oui, vous et moi et nos enfants, est-ce qu'il y a des solutions vraiment des moustiquaires? On parle des midans comme moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. On a distribué environ 30 millions à partir de 2010 au Cameroun. Est-ce que vous avez trouvé des résultats avec ces midans? Oui, mais disons que c'est important. Vraiment, ça, on ne peut pas... La moustiquaire est importante. Oh, oui. Mais est-ce que les moustiquaires distribués par Non, là, il faut encore interroger l'efficacité de ces moustiquaires qu'eux, ils se permettent de partager. Mais il faut revenir au fait que avoir sa moustiquaire est vraiment important, voire même impératif. Aujourd'hui, dans le milieu dans lequel on évolue, il faut automatiquement avoir ça chez vous. Pour vos enfants, comme pour vous-même, c'est hyper important. Mais maintenant, ce qu'ils distribuent, vraiment, on ne cesse de remettre en question encore la qualité ou du moins l'efficacité. Et au-delà de ça même, combien de personnes réussissent à avoir cela? Ça veut dire que même au niveau de la distribution, il y a un problème qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas sur soi de distribuer ça équitablement dans toutes les 10 régions? Qu'on puisse doter des familles de cela, qu'on ne donne pas encore l'impression de ce que ce soit quelque chose qui revient à une catégorie de personnes et pas à une autre. On a des solutions endogènes, je peux le dire comme ça, au Cameroun, contre, je veux dire au Cameroun comme en Afrique, contre le paludisme, bonbon bengale. On a ce qu'on appelle l'artémisia par exemple, qui peine à être reconnu et qui a été testé, validé comme une solution endogène du paludisme. Comment est-ce qu'on est encore dans ce combat justement entre la médecine dite conventionnelle et les solutions africaines comme l'artémisia aujourd'hui? L'artémisia a fait ses preuves, mon Bengan. Comment expliquer qu'on en soit encore où nous en sommes avec 3700 personnes décédées en 2021? La première chose à rectifier, c'est de ne pas vous considérer comme un pays souverain. Si vous considérez que le Cameroun, le Sénégal, le Gabon sont des pays souverains, vous faites fausse route. Vous n'allez pas comprendre le reste, ça va fausser les données. Mais si vous considérez que le Cameroun est un enclos colonial, ou alors que le Cameroun est toujours sous domination française, vous allez
commencer à comprendre des choses. Vous savez, Donc, les solutions exogènes sont celles qui sont imposées aux tout Africains. le monde sait que l'artémisia enlève le plasmodium dans le sang. Oui. Tout le monde le sait. Et surtout ceux que vous appelez les grands médecins, on le sait. D'accord. Mais on fait tout pour ne pas faire sa promotion. Il s'est passé quelque chose ici. Bon, quand vous avez, on a eu le choléra, et ça, en fait, le choléra est arrivé chez nous dans les années 68, 69, 11. Il y a donc eu des recherches et les prêtres africains et camerounais à l'époque ont fait des lobbying au point où Ahidjo était obligé, après un débat à l'Assemblée nationale, je pense que Tandem avait pris l'Assemblée nationale en 1973, si j'ai bonne mémoire, et il y a eu ces débats. On a créé en 1974 l'Institut d'études, de recherche médicale et des plantes médicinales. Je pense l'Institut d'études médicales et des plantes médicinales, l'IMPM. Qui est encore là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais voulu que cette institution fonctionne. À l'époque, on avait dit, ah oui, vous, les bonbons là, les Kamsi, les tout, vous ne savez pas, là, le dosage, on a dit, d'accord, on fait donc comment? On dit, c'est que nous allions proposer, ils ont appelé ça médicaments traditionnels améliorés, on a dit, d'accord. Ils ont prévu de mettre en place un comité scientifique qui allait vérifier les cours morts, tout ce que j'allais apporter. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais mis en place. Jamais. De 1974 à ce jour. Je pense qu'en novembre 2019, le chef de l'État a revu certains tests là, réaménagés. On est même allé décimer les champs d'Artémisia à l'ouest en faisant croire que c'était de la drogue et tout. Or, c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Maintenant, les Chinois, qui eux ont gagné cette bataille, parce que j'apprécie votre terme, vous avez utilisé la guerre. Effectivement, c'est la guerre. Lorsque vous voyez Coartem, Bimalaril, Coarceci, c'est quoi? Les Chinois ont imposé aux firmes pharmaceutiques mondiales d'y intégrer leurs molécules. Or, leurs molécules ne soignent pas. Parce que même ça aujourd'hui, je vais également indexer vos médecins. On vous dit, oui, on a fait test Vidal et tu as, comment vous appelez ça? Typhoïde. Mais attendez, typhoïde. Donc, vous ne pouvez pas souffrir de la typhoïde et faire 4 jours, vous mourrez. Donc, en fait, ce qu'on appelle typhoïde, c'est le paludisme mal soigné. Parce que précisément, les germes de plasmodium restent dans les intestins et surtout dans le foie. Ça reste là. La prise de médicaments de manière régulière fait que ces germes-là vont avoir une coquille de protection qui va revenir régulièrement. Or, si vous prenez l'artémisia ou le corps et tout, ça vous enlève, ça vous balaie le sang, au point où même si vous avez des piqûres de moustiques aujourd'hui, vous allez passer un long moment avant de faire le palu. Or, maintenant, et l'artémisia est une solution, on va dire, extrêmement ce simple. n'est pas une solution, c'est la solution. C'est la solution à moindre coût. Oui, alors donc ça absolument. veut dire qu'aujourd'hui, les programmes comme le programme national de lutte contre le paludisme, face bien sûr aux solutions comme l'artémisia et d'autres solutions que nous avons sur le sol africain, c'est donc une lutte menée, acharnée entre l'Occident et l'Afrique aujourd'hui. On n'a donc pas de chance d'être guéri, mais on continue, on ne favorise pas la sensibilisation autour des produits comme l'artémisia. Pourquoi? Parce que justement, l'Occident n'a pas besoin que nous soyons en bonne santé. Et comme nous ne sommes pas... Oui, je vous le dis, un jour on va entrer dans les césariennes. L'Occident n'a pas besoin que les Noirs soient en bonne santé. D'abord, regardez nos grands-mères. Comment on vivait dans nos villages. C'est-à-dire, le lieu où on jetait les ordures, c'était loin. C'est ce que Isabelle Carole a parlé tout à fait d'assainissement. Nous, on sait qu'on doit assainir le milieu. On jetait les ordures loin de la maison. Aujourd'hui, on vous dit, faut dormir avec les poubelles. D'accord, apparemment, c'est ça l'évolution. Mais l'entreprise qui vient prendre les déchets ménagers pour aller jeter, il ne vient plus. Donc, voilà, il ne vient plus. Donc, là,
Ça entre donc dans le cadre où, étant dans l'enclos colonial, on met les gens, puisqu'ils ne vont pas pratiquer la politique pour le bien-être des populations, ils vont bouffer l'argent et ça va apporter donc le problème de management public. Et là, vous aurez l'impression que, ah non, parce que les gens bouffent l'argent de programmes de paludisme, parce que les gens bouffent l'argent, c'est pour ça que le paludisme, non, je ne leur demande pas de bouffer l'argent, bien entendu, mais je leur demandais d'être des pays sérieux et de dire aux Occidentaux que votre plan là, de médicaments essentiels, on n'en a pas besoin, nous en avons ici, et mettre en place l'IMPM et que ça fonctionne. C'est pour cette raison, nous avons dernièrement, la semaine dernière, le professeur Lehmann, Gustave Lehmann, qui parraine d'ailleurs à l'université de Douala, il a posé la question au monseigneur Cléda. J'étais là. Il dit, mais monseigneur, pourquoi il ne veut pas? Il a gâté la tête, n'a pas pu. Et justement, vous voyez comment que même l'église catholique ne veut pas créer des facultés de médecine. Il ne peut pas. Il ne veut pas. Alors qu'il y a des chaînes hospitalières catholiques en France, partout en Europe. Pourquoi on ne veut pas créer ici? Il faut que les Africains soient malades. Ça nous formerait un laboratoire, j'allais dire, d'épuisement d'argent et tout, et d'expérimentation. Eux n'ont pas le paludisme là-bas, mais c'est eux qui fabriquent les médicaments du palud, en venant prendre la matière première ici. Voilà. Bon, Ben Kadji, merci pour ces éclairages. On va prendre une petite pause, madame, mais si on va revenir surtout sur le rôle, l'action et la place de l'IMPM aujourd'hui, entendu l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales, justement, parce que si nous n'avons pas de solution rapide avec 3700 personnes décédées en 2021 de paludisme au Cameroun, à quoi nous sert véritablement l'IMPM? À très vite.